C'était mercredi 11 octobre, en fin de journée, monsieur Mélenchon est passé à la tribune de l'Assemblée nationale et ensuite il a envoyé un message Twitter avec un extrait de ce qu'il a dit à la tribune de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter ce que vient de dire monsieur Mélenchon. Ça dure à peu près 1 minute 20 secondes. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il nous faut des règles claires sur le nerf qui agite tout le reste de l'organisme. Mettre fin à l'indépendance de la Banque centrale européenne. Organiser le rachat de la dette publique directement aux États, car vous en avez pour 100 ans à rembourser cette dette dans toute l'Europe. Personne ne la remboursera jamais, sachez-le mes chers collègues. Et c'est absurde de proposer aux générations qui viennent de n'avoir pour objectif que de payer une dette. La liquider n'est rien, c'est de la technique et je m'en ouvre à vous quand vous voulez. Ensuite, maintenir le niveau de l'euro au niveau du dollar. Chaque fois que l'euro est surévalué, nous nous ruinons. Prohiber les instruments financiers toxiques, taxer les transactions financières, contrôler les mouvements de capitaux, organiser la conférence européenne sur les dettes souveraines, arrêter la libéralisation des services publics, mettre en place un protectionnisme solidaire. J'ai vu que le président commence à le proposer en mettant une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Bon, ben c'est déjà un début. Alors si ça vaut pour le carbone, ça doit valoir pour le reste. Mettre fin au dumping à l'intérieur de l'Union européenne. Refonder la politique agricole pour garantir l'autosuffisance alimentaire, qui était garantie par la première PAC et qui ne l'est plus aujourd'hui. Enfin, abandonner le marché carbone, qui est un droit à salir quand on en a les moyens. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la France n'est pas mineure. La France est souveraine, et elle peut l'être. La France est contributeur net pour 7 milliards d'euros en Europe, qui servent à organiser des infrastructures de nos concurrents. La France n'est ni occidentale, ni européenne. La France est universaliste parce qu'elle est présente sur les 5 continents. La France est francophone parce que c'est la langue qui sera celle du 3e groupe mondial d'ici peu. Voilà. Alors certains, moi j'ai vu sur Twitter, j'ai vu se passer ce truc, et j'ai vu malheureusement, j'ai vu des gens qui disent « Ah ça y est, monsieur Mélenchon est très précis, etc. » Est-ce que les gens qui écoutent cette vidéo de monsieur Mélenchon se rendent compte que ce que fait monsieur Mélenchon, c'est édicter des vœux pieux? Ça n'aura jamais lieu. Combien de fois va-t-il falloir que j'explique aux gens qui suivent aveuglement M. Mélenchon que M. Mélenchon fait des promesses qu'il ne peut pas mettre en œuvre puisqu'il propose des mesures qui doivent être adoptées par l'unanimité des États membres de l'Union européenne. Lorsqu'il propose de taxer les transactions financières ou d'interdire les transferts de capitaux, ça voudrait dire que le Luxembourg, Malte, Chypre, le Royaume-Uni tant qu'il est encore dans l'Union européenne, mais les Pays-Bas, par exemple, qui sont des pays qui vivent de ça, accepteraient de se tirer une balle dans les 2 pieds et dans la tête, ça n'arrivera jamais. Monsieur Mélenchon est un renard. Il avait appelé à voter pour Maastricht. Monsieur Mélenchon sait parfaitement que ce qu'il dit ne sera jamais appliqué. La question, c'est pourquoi il le dit. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent juger de l'honnêteté, de la sincérité, de la cohérence d'un responsable politique comme moi et le comparer à M. Mélenchon ou à Mme Le Pen qui font des promesses dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas les tenir puisqu'ils sont contraires aux traités européens dont ils refusent de sortir. Et pour ceux qui pensent qu'il suffirait de taper du poing sur la table et de dire à Madame Merkel qu'elle obéisse à Napoléon Mélenchon, encore récemment, le 2 octobre 2017, il y a 4 pays, et pas les plus gros, c'est l'Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre, qui à eux 4 ont fait échouer un projet de taxe sur les grandes entreprises d'Internet, surnommées les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Un projet porté par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, 19 pays en tout, a été annulé par l'Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre. Il faut l'unanimité pour changer chaque article des traités européens. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. Lorsqu'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre par exemple l'entrée en couleur bleu lavande, il le fait s'il veut, quand il veut.
Il suffit qu'il ait la volonté, qu'il ait l'argent pour se payer la peinture. Si maintenant, au lieu d'être propriétaire de sa maison individuelle, il est propriétaire d'un appartement dans une copropriété de 6 appartements, alors certes, il peut chez lui changer la couleur dans son appartement, mais il ne peut plus changer les volets. Il ne peut plus changer la toiture. Il ne peut plus changer la couleur de la cage d'escalier parce qu'il lui faut obtenir l'autorisation des 5 autres copropriétaires. Donc déjà, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Il va falloir obtenir l'autorisation des 5 autres. Or, l'être humain étant ce qu'il est, et les Français étant ce qu'ils sont d'ailleurs, il est bien rare de s'entendre merveilleusement bien avec ses 5 voisins, surtout lorsqu'il s'agit de choisir une couleur, par exemple. Et donc tout va devenir beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, et on va se tourner vers le syndic, qui n'habite pas dans l'immeuble, et qui est celui qui va trancher les conflits à l'intérieur de l'immeuble. Mais si maintenant, au lieu d'être dans une copropriété avec 6 copropriétaires, on est dans une copropriété avec 27 copropriétaires dans un immeuble, à ce moment-là, plus personne ne décide de rien. Parce que c'est tellement compliqué. D'ailleurs, les gens ne se connaissent pas. La personne qui habite au 3e, par exemple, connaît très bien des amis qui sont à 500 mètres, des parents qui peuvent être même, je ne sais pas, expatriés, peut avoir un frère expatrié au Japon ou en Australie. Donc il a des liens avec des personnes situées parfois très loin, mais en revanche, il peut très bien ne pas du tout connaître le propriétaire du 15e étage. Il n'y a plus aucun lien. Et donc, dans cette condition, c'est le syndic extérieur qui décide de tout. Alors, il faut voir comment ça marche pour bien comprendre. Vous avez compris que la métaphore que je présente devant vous, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain. La copropriété avec 6 appartements, c'est l'Europe des 6. Et la copropriété avec 27 appartements, c'est l'Europe à 27. Remplaçons l'immeuble à 27 par une Union européenne à 27. La France, comme le propriétaire du premier étage, la France, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Une monnaie commune pas trop forte parce que la compétitivité de l'économie française n'est pas la même que la compétitivité de l'économie allemande, par exemple. La France, elle veut une Europe française. La France, elle veut une Europe qui protège les acquis sociaux. La France, elle veut une Europe sociale. Elle veut une Europe agricole. La France, elle veut une Europe où l'on parle le français. La France, elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. La France, elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Ça, c'est ce que veut la France. Et beaucoup de Français se disent, moi, c'est ça que l'Europe que je veux. Ils disent presque tous, d'ailleurs. Vous avez tous les responsables politiques qui viennent vous dire, moi, je veux une Europe sociale. Moi, je veux une Europe qui fasse contrepoids aux États-Unis. Ça, c'est tout ce qu'ils viennent vous dire à vous. Mais c'est pas à vous qui devrez dire ça. Ce sont aux autres peuples. Mais les autres peuples veulent tout à fait différemment. Le Royaume-Uni veut démanteler la politique agricole commune. Le Royaume-Uni veut une alliance étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. Le Royaume-Uni veut être encore plus proche des États-Unis que ça n'est actuellement. L'Allemagne, pour son compte, veut une monnaie forte parce qu'ils ont la hantise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'euro finira par exploser. Ils ont la hantise de la réédition du scénario de 1923. Ils constatent qu'ils ne peuvent pas avoir la même monnaie que la Grèce, que l'Italie, que l'Espagne. Ils le constatent en ce moment. Ils veulent sortir de l'euro. Ce sont les États-Unis qui les empêchent, puisque, comme je le rappelle tout à l'heure, ce sont les États-Unis qui, depuis 1965, ont exigé qu'il y ait cette monnaie européenne. Vous avez les pays de l'Est, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, tous ces pays de l'Est veulent la protection militaire américaine. Ils veulent la protection militaire américaine contre la menace russe. Parce qu'ils ont peur des Russes, et on peut les comprendre. Ils ont été pendant plusieurs décennies sous la tutelle de l'Union soviétique. Ils veulent également, d'ailleurs si nous étions polonais, pensons aux Polonais. Les Polonais, pendant plusieurs fois au cours de leur histoire, leur pays a été divisé entre l'Allemagne et la Russie. Ils ont donc envie d'avoir des protecteurs. Et jusqu'en 1940, ils comptaient sur la protection du Royaume-Uni et de la France. Puis lorsqu'Hitler a envahi la Pologne, eh bien, nous sommes à ce moment-là intervenus, comme vous le savez, pour défendre la Pologne. Mais comme vous le savez aussi, nous avons été écrabouillés. Donc depuis cette époque, les Polonais ont constaté que les Français et les Anglais ne pouvaient plus les protéger. Ils veulent donc
le parapluie militaire américain. Par ailleurs, ils refusent tous une harmonisation sociale et fiscale avec les pays riches de l'Ouest pour mieux les concurrencer. Et puis ajoutons que le Luxembourg refuse la lutte contre les paradis fiscaux, puisque lui, c'est là-dessus qu'il fonde sa richesse. Ajoutons que Malte, Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime, puisque les grands armateurs vous savez, qui ont des navires avec des pavillons de complaisance du Libéria, du Panama, du Vanuatu, eh bien, ce sont justement des armateurs grecs, chypriotes, maltais. Nous avons donc exactement la même situation au niveau géopolitique que la situation que je montrais plaisamment au niveau de particuliers dans un même immeuble. Et de la même façon que pour un immeuble, eh bien, tout ça est réglé par un syndic extérieur, eh bien, il faut donc un syndic extérieur à l'Europe à 27 qui va décider de tout. Alors, la question tombe sous le sens. Qui est le syndic extérieur à l'Europe à 27 qui a le pouvoir, quelle est la puissance qui a tellement de pouvoir qu'elle peut imposer à l'Europe, qui ne s'entend en rien, elle peut imposer une politique parce qu'il y aura une majorité d'États qui se rangeront à son avis. Poser la question, c'est y répondre. Donc De Gaulle nous dit ceci dans sa conférence de presse du 15 mai 62. On nous dit « fondons ensemble les 6 États dans une entité supranationale ». Remarquez bien qu'à l'époque, il s'agissait encore de l'Europe des 6, tout à fait embryonnaire. Ainsi, ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire, on s'abstiendrait de faire une politique européenne. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui, lui, en aurait une politique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'intégration de l'Europe, alors il vaudrait mieux le dire. Charles de Gaulle, 15 mai 1962. Quand il parle de fédérateur extérieur qui ne serait pas européen, il dit ce que je viens de vous expliquer quand je parle d'un syndic. Et quand il dit qu'il ne serait pas européen, tout le monde comprend que c'est les États-Unis d'Amérique qu'il vise. On peut mesurer le génie quand même, il faut le reconnaître, le génie politique et stratégique de Gaulle, puisque le 15 mai 1962, c'est l'Europe des 6. Il n'y a encore pratiquement rien qui n'a été fait, sauf que De Gaulle, il connaît les anglo-saxons. De Gaulle, il n'a jamais oublié la Seconde Guerre mondiale, avec les conférences de Potsdam, de Téhéran, de Yalta, où à chaque fois, lui, le représentant de la France libre, a été mis de côté, et où Roosevelt et Churchill se sont rencontrés avec Staline pour se partager l'Europe. Et il sait très bien que l'Europe a été partagée en deux, et il a très bien compris que la construction européenne, d'ailleurs à l'époque, dans les années 50 et 60, c'est encore de notoriété publique, c'est une conception américaine pour mettre la main sur l'Europe de l'Ouest. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!